À Paris, au fond d'une rue discrète, est installé le cerveau de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Né en 1975, l'ESA s'est lentement hissé jusqu'au sommet du savoir-faire spatial mondial. À la tête de l'ESA depuis 2003, harmonisant les destinées spatiales de 22 nations, se trouve un personnage remarquable, Jean-Jacques Dordain. Diplômé ingénieur l'année où Armstrong mit le pied sur la Lune, Dordain a rêvé d'aller lui-même dans l'espace. Mais devenu spécialiste de la propulsion fusée, il a effectué une fabuleuse carrière, appuyée sur son charisme extraordinaire. Diriger l'ESA, c'est quoi? C'est une mission, c'est un métier, c'est un sacerdoce, c'est quoi? C'est un métier qui n'est pas toujours facile, faire travailler 22 pays ensemble, des dizaines d'industriels ensemble pour faire les projets, les plus beaux projets du monde dans un calendrier donné. C'est pas toujours très facile, mais c'est toujours passionnant. C'est quoi le dénominateur commun finalement entre des industriels qui ont des intérêts d'industriels, des nations qui ont évidemment des intérêts, voire des vanités de nations, et puis finalement le rôle du chef d'orchestre qui est au milieu et qui essaye de faire chanter tout le monde ensemble? C'est d'avoir de l'ambition et de repousser les frontières de la connaissance. On invente tous les jours dans cette maison et alors on n'est pas les seuls, on a besoin de l'industrie, on a besoin du soutien des États membres et donc c'est toute une communauté qui travaille ensemble et qui ont des objectifs communs. C'est une Europe de projet, c'est pas une Europe de règlement, c'est une Europe de projet. Je suis certainement le spectateur le plus fanatique de ce que nous faisons à l'ESA, et je suis toujours sidéré par ce qu'on arrive à faire. Il n'y a pas de bébé que je préfère, enfin toutes les missions de l'ESA m'ont donné les plus grandes émotions. En matière de missions scientifiques, j'ai eu la chance de voir Huygens atterrir sur Titan. Ensuite, on a eu la première lumière fossile donnée par Planck. Et puis, on a Rosetta et la comète. Un projet spatial, c'est en gros 10 ans. Celui-là, c'est 10 ans. Celui-là, c'est même 20 ans si on compte le voyage. Plus les 10-20 ans d'exploitation des données. Parce que là, on va collecter des données pendant 1 an, mais je suis sûr que ça va donner du travail, de réflexion pendant des décennies aux scientifiques. À Toulouse, en 1997, a été créé un fantastique parc à thème, la Cité de l'espace. C'est une réalisation remarquable qui constitue une des plus belles passerelles entre l'astronautique et le grand public. Plus de 300 000 visiteurs viennent chaque année découvrir la Cité et ses vaisseaux spatiaux. Et aujourd'hui, parmi les visiteurs, Marie Villeroy, journaliste passionnée d'astronautique. La mission Rosetta, c'est la mission la plus ambitieuse et la plus complexe à ce jour en Europe. Entre l'émergence de l'idée et l'atterrissage de Philae, plus de 20 ans se sont passés. Alors ça réunit 500 ingénieurs et scientifiques à travers 8 pays qui ont mis en commun leurs passions et leurs atouts pour réaliser cette prouesse fantastique. Alors il y a l'Allemagne qui a la direction générale, la France et l'Italie assurent également une partie de la direction, et puis il y a le Royaume-Uni, l'Irlande, la Finlande, la Hongrie et l'Autriche. Nous sommes parmi les habitants d'une galaxie appelée la Voie lactée. Dans un recoin de la Voie lactée est située une étoile pas si grosse, notre étoile, que nous appelons le Soleil. Autour du Soleil orbitent les planètes, parmi lesquelles la Terre. Mais loin au-delà des orbites des planètes se développent, selon toute vraisemblance, 2 ceintures composées de milliards de débris spatiaux qui datent des premiers moments du système solaire. Ces réservoirs ont été baptisés la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. De temps en temps, le passage lointain d'une planète provoque une perturbation gravitationnelle et un de ces débris préhistoriques se trouve aspiré vers l'intérieur du système solaire. Il devient alors une comète. Au hasard de sa trajectoire, surveillée par les astronomes, ce petit morceau d'univers primitif se rapproche du Soleil, se réchauffe et se met à fondre.
car il est en grande partie composé d'eau boueuse solidifiée. Alors apparaît la chevelure, ce nuage qu'on peut prendre pour un sillage, mais qui en fait n'est que la vaporisation de la matière cométaire. Depuis l'Antiquité, les hommes ont observé les comètes avec fascination. Les comètes, rien que le mot fait rêver. Je me souviens quand j'étais petite, mes parents m'avaient offert un livre d'astronomie avec des illustrations de mondes imaginaires lointains, des planètes aux formes bizarres à travers des nuages mystérieux. Il y avait des comètes comme ça qui traversaient le ciel tels des fées avec leur voile derrière elles. Moi, ça m'émerveillait. Les comètes, ça relève du mythe, de la légende, du fantastique et presque de la science-fiction. Et pourtant, c'est bien réel. La mission Rosetta a rattrapé et s'est posée sur l'une d'entre elles pour apporter des éléments de réponse à deux questions fondamentales qui sont d'où viennent la vie et le système solaire. L'astroport principal de l'Agence spatiale européenne est à Kourou, en Guyane. En 2004 arrivèrent là-bas les composants de la mission Rosetta Philae. Rosetta, un vaisseau de 3 tonnes transportant sur son dos un petit atterrisseur d'une centaine de kilos baptisé Philae. Ces deux noms ont été choisis en référence au déchiffrage par Champollion des textes antiques égyptiens. Rosetta, la pierre de Rosette, a été déchiffrée grâce aux inscriptions portées par l'obélisque de Philae. Avant d'en arriver là, il fallait lancer la mission. En mars 2004, une Ariane 5 quitta le pas de tir de Kourou, destination ultime, une comète connue sous le nom de 67P. Au départ, il s'agissait d'aller visiter une autre comète, Virtanen, mais un gros problème survenu lors d'un tir sur une Ariane 5 fit exploser le calendrier et alors fut choisi 67P, connu sous le nom de ses découvreurs, les astronomes Churyumov et Gerasimenko. Le voyage de Rosetta dura 10 ans, à l'issue desquels on pensait arriver à ça. Et les caméras de Rosetta photographièrent ceci. Une comète bicéphale, un petit monde complexe et totalement fascinant auprès duquel s'installa Rosetta. En temps et heure, après avoir longuement cartographié 67P, Rosetta largua Philae et la photographia alors qu'elle s'éloignait vers son étrange destination. Philae, descendant à environ 1 mètre seconde, devait se poser ainsi sur la comète. Mais au lieu de cela, débuta une fantastique aventure. Marc Pircher, vous êtes le directeur du Centre spatial à Toulouse. Pouvez-vous nous dire quelles sont les responsabilités du CNES dans cette mission? En tant qu'agence de programme, si vous voulez, l'agence française coordonne la communauté scientifique, aide la communauté scientifique à faire des priorités. Ça fait très longtemps qu'aller sur une comète, c'est une priorité. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec un programme qui est européen extraordinaire, qui a embarqué un instrument, ce qu'ils appellent instrument au niveau de Rosetta, mais il y a quand même 10 instruments dessus, c'est Philae, et qu'on a lâché sur cette comète improbable, que j'appelle improbable. Pourquoi? Parce que personne n'attendait à ce qu'elle ait cette allure-là, perforée de partout, avec des formes un peu curieuses, et pas lisses. Donc on verra cette histoire qui s'est un peu enchaînée à travers un programme européen, des interfaces à travailler avec nos collègues allemands, des équipes scientifiques énorme. Chacun a envie de sa manip, son truc, c'est normal. Et donc il faut arriver à faire marcher tout ça ensemble. Mais alors Marc, quand vous dites qu'on avait vraiment envie d'aller sur une comète depuis très longtemps, mais pourquoi? On se rend compte que le système solaire a des fossiles de sa création. Le système solaire, d'abord le Soleil se crée, ensuite vous avez les grosses planètes, puis ensuite il y a les petites planètes. Nous sommes la Terre, une petite planète. Dans la fin de cette création, il y a des fossiles, des miettes si vous voulez. Ces miettes, c'est quoi? C'est les astéroïdes et les comètes. Ce qu'on appelle comète, en fait, c'est des espèces de fossiles qui sont restés, qui restent très stables, assez loin, nuage d'Oort et puis la ceinture de Kuiper qui est encore plus loin. Ces trucs-là ne bougent pas, hein. C'est pas encore des comètes. Ce sont des morceaux de glace, on pensait que c'était de la glace, hein, principalement au début. Et puis un jour, il y a une perturbation gravitationnelle. Elle commence à bouger. Puis le Soleil l'attire. Deux solutions. Soit elle rentre dedans et terminée, la comète a fait même pas un tour, elle a fondu. Soit elle a une vitesse suffisante et elle va faire le tour et elle revient. Elle va faire son tour tous les 6,5 ans parce qu'à chaque fois, elle se désagrège, elle fond au passage, elle perd 2 mètres. Un chorite chaque fois perd 2 mètres. À chaque fois qu'elle passe. À chaque fois qu'elle passe. Vous avez des comètes avec des périodicités plus longues. Parce qu'elles vont plus loin, elles reviennent, comme la comète de Halley qui repasse tous les 72 ans. D'où vient la comète 67P? Est-ce que c'est un avantage pour nous d'avoir choisi cette comète? En fait, on avait comme ligne de mire Virtanen.
Et il y avait un créneau astronomique qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il fallait lancer à telle date pour pouvoir se rattraper. Parce que le grand problème, c'est courir après et aller à la même bonne vitesse. On n'a pas plu, le lanceur avait eu un échec avant, il fallait comprendre pourquoi, et donc on n'allait pas mettre en péril le programme européen qui allait sur une comète. Donc on a dit stop. Alors il a fallu se reconfigurer en peu de temps pour dire qu'est-ce qu'on va aller chercher comme comète. Il en fallait une qu'on arrive à rattraper surtout, dans un délai raisonnable. Il ne faut pas qu'on aille trop loin, parce que quand on est trop loin du Soleil, nos satellites, ils ont besoin d'énergie. Donc là, il n'y en a plus. Et on a mis 10 ans, alors que Virtanen, on mettait 6 à 7 ans. Donc c'est un peu le fruit d'un espèce de hasard, de décision prise rapidement avec un programme fini, décidé pour autre chose. L'eau sur Terre reste une énigme. Et en quoi les comètes peuvent nous aider? Parce que les comètes sont très riches en glace. Comment vous pouvez comparer en fait la glace d'une comète et l'eau sur Terre? On a fait des mesures dans les queues de comètes depuis longtemps. Il y a eu des spectromètres qui ont essayé de regarder ce truc-là, mais avec une précision pas terrible, et ils trouvaient de l'eau. Et trouvant de l'eau, on s'est dit il y a beaucoup d'eau dans les comètes. Puis là, d'un seul coup, on s'est approché. Alors il y a déjà eu des survols de comètes, mais jamais aussi près que ce qu'on fait avec Rosetta. C'est la première, c'est une première mondiale. Donc cette affaire, on a mesuré les trucs, la queue, tout ça, et puis on trouve que le rapport d'essurage, c'est pas exactement le même que ce qu'on trouve en deutérium sur Terre. La communauté scientifique se remet en question. Se remet en question, non pas fondamentalement sur le fait qu'il y avait de la glace, parce qu'il y a de la glace sur Tchuri, c'est sûr, il y a de l'eau. La seule chose, c'est que, pas dans les proportions qu'on imaginait, elle n'a pas du tout la densité qu'on imaginait. On aurait dû trouver une comète avec une densité pas loin de 1. Et ben non, on a 0,43, un truc beaucoup plus léger. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose là. Et puis ça veut dire que c'est pas plein. Ça veut dire que il y a peut-être des creux là-dedans. Et on a vu des trous, on a vu des effondrements. Il y a des endroits où on voit des cratères. On ne sait pas si c'est un effondrement par le dessous ou si c'est un truc qui est plutôt il y a de l'éjection de gaz. Avec Rosetta, on est passé très près. Ce qui a été fait il y a peu de temps, au mois de février, on est passé à 6 km. On a des clichés très très détaillés. Ça descend bien en dessous du mètre. Donc là, avec ces clichés très détaillés, les scientifiques se régalent. Sur ces clichés, on voit donc des formations géologiques, des strates, d'autres sur des surfaces. Il y a comme des agglomérations de galets, ce que vous appelez en œufs de dinosaures. Mais tout ça, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur les mécanismes de formation planétaire, formation de notre système solaire? Pourquoi on cherche tout ça? C'est création du système solaire, non pas pour dire comment il s'est créé, parce qu'on commence à bien savoir comment les systèmes solaires équivalents ou autres, puisqu'on en voit. Quand vous regardez au loin, à 5 milliards d'années, vous voyez la création de systèmes solaires. Oui, on peut comparer, oui. Et il y a actuellement des images extraordinaires qui montrent des systèmes solaires en formation. Pas le nôtre, évidemment, mais des systèmes solaires en formation à 4,5 milliards d'années ou voire à 10 milliards d'années. Donc on voit un petit peu ces évolutions. Nous, on est dans notre système d'aujourd'hui, qui commence à avoir un certain âge, mais on est à peu près à mi-vie de notre système solaire. On est à mi-vie parce que le Soleil, dans 5 milliards d'années, il va s'éteindre gentiment. On est bien dans un système, si vous voulez, qui a un début et qui aura une fin. C'est très clair. La Terre, ça a été pareil. La Terre au début, par les collisions multiples, avait énormément de plasma. Le plasma qu'on a à la Terre, on a encore des tremblements de terre, on a encore, malheureusement pour certains, on a encore les volcans, etc. Mais notre Terre, elle est, si vous voulez, elle est vivante dans le truc. C'est-à-dire qu'elle a eu un passé, aujourd'hui, on a suffisamment de densité pour avoir notre atmosphère avec l'oxygène, etc. Pour comprendre l'évolution de vers où ça va, il faut comprendre d'où on vient pour faire les projections. Et d'où on vient, on le regarde en regardant des comètes comme Tchuri. Il y a quelque chose apparemment qu'on peut trouver sur des comètes, ce sont des poussières interstellaires. Alors le mot fait rêver déjà, mais qu'est-ce que c'est exactement? Si vous voulez, c'est tout simple, on est dans une galaxie, nous. On est tout petit, hein. Une galaxie parmi des millions de galaxies, milliards d'étoiles. Et il y a des trucs qui traversent, c'est-à-dire qui ne sont pas de notre système solaire. Mais ça c'est fantastique. C'est la poussière interstellaire. Elle va se mettre où, cette poussière interstellaire? Quand vous êtes sur une comète très loin, pendant très longtemps, parce que pendant très longtemps, Tchuri, elle ne s'amusait pas à jouer la comète, elle était stable là-bas, très loin. Et donc elle est restée pendant très longtemps et elle a absorbé ces trucs qui passaient. Et donc il y a toutes les chances qu'il puisse y en avoir. Alors maintenant, il faut arriver à les mesurer. Aller sur une comète comme ça, c'est quelque chose qui a été, si vous voulez, à la fois au niveau global de l'aventure spatiale, c'est un grand événement puisque franchement, la communauté scientifique voulait vraiment faire ça depuis des décennies et on l'a fait. Et en plus, personnellement, j'ai eu la chance d'être celui qui avait la responsabilité du lanceur au moment où on a lancé Rosetta.
Pircher avait donc lancé Rosetta en 2004. 10 ans plus tard, le vaisseau intercepta la comète et commença à la cartographier. La géographie inattendue de ce morceau d'univers préhistorique faisait froid dans le dos et la mission avait elle-même basculé. J'ai eu 2 grandes émotions grâce à Rosetta. D'abord le réveil de Rosetta. Comme on avait délibérément choisi de ne pas mettre de réchauffeur isotopique pour ne pas mettre de substances nucléaires à bord de Rosetta, on l'a équipé de panneaux solaires énormes. Mais derrière Jupiter, il n'y avait pas suffisamment de rayonnement solaire et il faisait tellement froid qu'on a décidé de mettre Rosetta en hibernation et on avait programmé son réveil 30 mois avant pour qu'elle se réveille le 20 janvier. Et le 20 janvier, je peux vous dire qu'on était au centre d'opération à Darmstadt et on attendait. Et on voyait désespérément le bruit de fond. On attendait le signal de Rosetta. Et ce signal n'arrivait pas. Après 3 quarts d'heure de stress, parce qu'on disait, bon, on ne se réveille pas, voir le signal dans le bruit de fond, ça a été une explosion absolument extraordinaire. Pour revenir à Rosetta, quelles sont les marges? Est-ce qu'on peut parler de marge dans une mission comme ça? Oui, c'est du savoir-faire. On a et j'ose le dire, et parce que je n'en fais pas partie, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Et on a les meilleurs pilotes du monde à Darmstadt. Personne n'a atterri sur une comète. Personne ne s'est mis en vol de formation avec une comète. Le 14 février, parce que c'était la Saint-Valentin, on s'est rapproché à 6 km de la comète avec Rosetta. Et on s'est rapproché tellement près et le dégazage est tellement important qu'on était dans les turbulences du dégazage. Et on a eu quelques instruments qui ont été couverts de poussière venant de la comète. Et donc maintenant on s'est reculé et puis on est en train de faire le ménage. Il y a des gens qui, comme tout le monde, vont au bureau le matin. Mais ils ont un bureau bizarre où sont posés d'étranges problèmes. Par exemple, à l'ESA, il y a un gros bureau qui est plein de savants talentueux et qu'on appelle le SONC. Et parmi les ingénieurs qui travaillent dans ce bureau, qui travaillent au SONC, il y a Éric Jurado. Alors au SONC, nous sommes responsables de la planification des observations des instruments de l'atterrisseur Philae et aussi des opérations de navigation, c'est-à-dire fournir toutes les données qui ont permis le choix du site d'atterrissage, fournir des données relatives à la trajectoire de Philae pour se poser et également fournir des données pour planifier les observations telles que quand est-ce qu'on va être en visibilité entre Rosetta et Philae pour pouvoir communiquer, quand est-ce qu'il va faire jour, quand est-ce qu'il va faire nuit. Jusqu'à présent, on avait survolé des comètes, donc là on ne voulait pas seulement passer à côté, on voulait s'arrêter à côté d'elle et la suivre pendant des mois. Donc ça nécessitait d'atteindre des vitesses vraiment très très grandes pour avoir quasiment la même vitesse que la comète au moment du rendez-vous. Pour envoyer un satellite en orbite autour de la Terre, il faut avoir une poussée de 30 000 km/h. Et là, c'est plus du double. Par contre, pour aller rejoindre les planètes lointaines, il faut des vitesses beaucoup plus grandes. Pour ça, on ne peut pas le faire directement à partir des lanceurs, au moins les lanceurs actuels. Et donc, du coup, on utilise ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, qui est le fait d'utiliser la gravité d'une planète pour venir nous accélérer et nous placer sur la bonne trajectoire. Et on a fait ça 4 fois sur Rosetta. On est passé une fois à côté de la Terre, puis une fois à côté de Mars, et 2 fois à côté de la Terre encore de nouveau. Rosetta rejoint une trajectoire proche de celle de la comète et va venir la rejoindre récemment, là, puisque le rendez-vous était le 6 août 2014. On a choisi de la rattraper progressivement, ce qui nous laissait le temps de freiner petit à petit pour se mettre à côté à la fin. Pendant 10 ans. Voilà. La comète fait une rotation sur elle-même en 12 heures. Rosetta également tourne autour de la comète. Et donc, il faut attendre que Rosetta soit bien en face du terrain d'atterrissage. Et là, Rosetta largue Philae. Et donc, vous rentrez en jeu. Notre rôle était de suivre cette descente. Et aussi, comme on ne savait pas trop exactement où est-ce qu'il allait se poser et sous quelle orientation il allait se poser, c'est-à-dire est-ce qu'il allait être dans ce sens, on était en charge aussi de déterminer son site d'atterrissage final
et son orientation finale. Alors voici la superbe comète 67P Churyumov-Gerasimenko qui fait 4 km de diamètre, donc de là à là en fait. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, d'échelle, voici la taille de la tour Eiffel par rapport à la comète 67P. Pouvez-vous nous expliquer, nous montrer à quels endroits donc Philae a atterri et où est-ce qu'il a rebondi? Alors on atterrit ici, donc très près du site initialement choisi, à une centaine de mètres. Et à cause de l'échec donc des harpons et de la tuyère qui devait nous plaquer au sol, on a rebondi. Et on est allé voler comme ça au-dessus de la surface de la comète jusqu'à environ 200 mètres. On a eu un premier impact ici, environ 45 minutes après le premier touchdown. Et ensuite on a continué à rebondir. Puis 1h50 après le premier impact, on a eu 2 rebonds successifs ici, dans cette zone au sud du cratère, dans cette zone mal éclairée. Et comment vous savez que vous vous êtes arrêté? En fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et ce qu'on voyait, c'est que pendant tout le vol de Rosetta, on voyait le soleil qui se baladait sur les panneaux solaires de Philae, l'un après l'autre. Et du coup, on savait qu'on était en mouvement. Jusqu'à ce qu'à un moment, donc 1h50 après le premier impact, on voit que tout ça s'arrête. Et là, on sait qu'on s'est posé, qu'on s'est arrêté. L'équipe du SONG venait de poser une caisse à 3 pattes à un demi-milliard de kilomètres d'ici sur un monde minuscule et torturé, traversant le ciel à 50 000 km/h. C'est tellement réaliste et tellement magnifique que même ceux qui, sur Terre, n'y comprenaient rien, ressentirent une sorte d'étrange émerveillement. Nombre d'entre eux se sentirent même fiers d'être humains. Et parmi les plus fiers, il y avait les astronomes, ayant les premiers identifié 67P. They made the miracle possible. Glory! Le succès, c'est toujours une explosion d'émotions, de joie, de pleurs, parce que c'est des années de préparation. Il n'y a pas de moment plus intense que cela. Et c'est effectivement un moment l'on partage ensemble. C'est une véritable communion. Tout ça, pour l'obtenir, il faut quand même prendre des risques. Absolument. On ne peut pas innover, on ne peut pas repousser les frontières de la connaissance sans prendre de risques. Le succès, il n'est pas facile. Il est loin d'être facile. Donc, j'aimerais de temps en temps qu'on parle autant des succès que des échecs. Et pour l'instant, on a tout de même beaucoup plus de succès que d'échecs. Philae, dans le champ de gravitation de la comète, pèse 1 gramme. Eh bien, larguer 1 gramme à 20 km d'altitude et se poser sur un objet qui fait 4 km, Non, mais est-ce que des fois, c'est même pas un peu incompréhensible? C'est toujours, pour moi, je suis toujours sidéré par ce qu'on arrive à faire. Churchill a dit une phrase que j'utilise très souvent. On ne peut jamais garantir le succès. Et je peux vous dire que dans l'espace, dans nos projets, on ne peut jamais garantir le succès. Nous repoussons tous les jours les frontières de la connaissance. Et pour ça, on est dans l'inconnu. Et donc on ne peut jamais garantir le succès de nos projets. Mais par contre, on peut toujours le mériter. Et je pense qu'on mérite nos succès parce qu'il y a derrière chaque projet des centaines d'ingénieurs et de scientifiques qui travaillent ensemble, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur énergie, qui sont les meilleurs experts du monde et qui font qu'à chaque projet, on le mérite. Si Rosetta est un engin complexe, voire sophistiqué, avec sa dizaine d'expériences embarquées, le petit atterrisseur Philae apparaît presque simpliste. Pas de propulsion, il est lancé à la vitesse qui va bien par la seule détente de quelques ressorts. Et le moment de son largage est déterminé d'avance par une simple minuterie.
Tout cela paraît simple, mais en fait, c'est totalement génial. Et ceux qui ont conçu l'engin n'ont pas fini d'en rêver la nuit. À un demi-milliard de kilomètres d'ici, la descente de Philae vers son site de pesée, vaste comme un demi-terrain de football, devait ressembler à ceci. Alors Philippe Godon, vous êtes chef du projet Rosetta au CNES. Quel est votre rôle exactement? Je suis responsable du centre d'opérations scientifiques et de navigation de Philae et aussi des sous-systèmes de la plateforme Philae qui ont été livrés et dont on assure aussi les opérations, c'est-à-dire les batteries et les moyens de communication entre Philae et l'orbiteur. Le 13 août 2015, ce sera le périhélie, le moment où la comète en fait passera au plus proche de notre étoile. Alors le plus proche, c'est quand même 187 millions de kilomètres. C'est quasiment le moment où la comète dégaze le plus, émet le plus de gaz et de poussière. Donc c'est à la fois le moment où Philae, posé sur la comète, recevra le plus d'énergie, mais par contre le moment un petit peu le plus dangereux aussi, où il recevra sur lui le plus de poussière. Et au moment du périhélie, les températures vont monter jusqu'à 50-60 degrés et Philae ne supportera pas en fait cette température. Là où on a beaucoup plus de nuit que de jour. Et donc même si on se rapproche et si l'énergie est très supérieure et si la température moyenne extérieure est plus grande, normalement Philae ne devrait pas atteindre cette température de 50 degrés à l'intérieur et devrait pouvoir continuer à fonctionner. Par exemple, il se réveillait vers mai, ce qui est le printemps sur la comète. À cet endroit-là, on pourrait fonctionner de façon symétrique par rapport au périhélie, donc jusqu'au mois de novembre. Donc sur une durée plus longue que celle initialement prévue. Après le mois de novembre, sa température serait trop basse. Philae tomberait de lui-même en sommeil. J'ai lu que les poussières s'échappaient à 700-800 mètres par seconde. Est-ce que ça pourrait éjecter Philae qui pèse 5 grammes, vous m'avez dit? Oui, même pas 1 gramme. On ne craint pas trop ce risque d'un dégazage très important parce que la quantité de molécules émises par la surface est faible. Elles vont très vite, elles poussent les poussières très, très vite aussi, mais elles sont peu nombreuses au total. Et par contre, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait des poches de gaz qui se créent sous la surface et que par malheur, on soit à l'aplomb d'une de ces poches de gaz, et cette poche de gaz peut soit provoquer un effondrement, soit une sorte d'explosion en surface. C'est un risque qu'on ne peut pas écarter. Il y a un autre risque. La comète, c'est comme une grosse cacahuète difforme. Et donc, au niveau du cou, on voit qu'il y a une fissure qui est en train de se former. Alors, on perdrait Philae et Rosetta. Ce n'est pas un phénomène qui se produirait à très grande vitesse. Ça serait une cassure petit à petit, un écartement. Ça serait magnifique que Rosetta puisse aller à 500 km de distance et voir ces deux parties s'écarter. Mais là, on est un petit peu dans la science-fiction, je pense, parce que malgré cette fissure qu'on voit, la probabilité est faible que ça se passe sur cette orbite-là. La comète Churyumov-Gerasimenko tourne tous les 6 ans et demi autour du Soleil. Elle a déjà effectué un grand nombre d'orbites et elle va encore en effectuer, je pense, un grand nombre sans se casser. Il y a alors plusieurs contraintes liées à la mission. Vous me les avez expliquées, mais quelles sont les plus grandes contraintes ? Pour Philae, la grande contrainte, c'est l'énergie, surtout qu'on n'a pas atterri là où on voulait. Et comme on ne sait pas où on est, quels sont les rochers qui l'entourent, etc., on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de prédire à l'avance quand est-ce que les batteries pourront être rechargées. Quand Philae se sera, espérons-le, réveillé, quelles vont être les premières manœuvres que vous allez effectuer? Donc on ne fonctionnerait que 2 jours. Et avec des instruments qui consomment très peu.
par exemple Moupous qui mesure la température, Romap le magnétisme, Sésame qui fait des petits courants dans les pieds pour mesurer la conductivité du sol en fonction de la température. Tout ça, ce n'est pas des gros consommateurs, on va pouvoir les faire fonctionner. Et puis, dans un deuxième temps, on pourra faire fonctionner les imageurs pour voir comment les choses ont évolué. Et dans un troisième temps, les gros consommateurs, c'est le forage, dans la récupération d'échantillons, les fours, parce qu'il faut chauffer à bord pour les mettre sous forme gazeuse. Et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Il faudra que la batterie secondaire soit pleine. Combien de temps Rosetta va continuer à escorter la comète? Là, on a une garantie d'aller jusqu'à fin 2015 sans problème. On devrait pouvoir aller jusqu'à fin 2016. Parce qu'il est très difficile de savoir quelle est justement la quantité d'ergol, de carburant qui reste à bord. Pourquoi on a construit la mission en deux parties, Rosetta et Philae? L'idée de Rosetta, c'est plutôt de tourner autour, de la voir sous toutes ses coutures, l'ensemble de sa surface. Et puis Philae, lui, c'est la preuve sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement d'étudier le terrain sur place, mais aussi de comprendre comment une comète fonctionne, comment elle se transforme d'un bloc essentiellement de glace et de poussière en cette belle chevelure, cette magnifique comète qu'on voit depuis la Terre. À la Cité de l'Espace, on explique beaucoup, on montre beaucoup et on utilise la beauté de phénomènes naturels pour capturer l'attention. De la fascination naît la curiosité et c'est là que commence le désir d'explorer. Et de nos jours, on en est arrivé à explorer le système solaire. Certains n'y prêtent pas attention, mais c'est quand même extraordinaire. Personnellement, c'est une immense satisfaction parce que c'est le domaine dans lequel je rêvais de travailler depuis vraiment tout petit. La planétologie, c'est l'exploration, peut-être dans le futur, là où on viendra s'installer, où on viendra récupérer de l'eau. En fait, c'est un peu comme l'Amérique de Christophe Colomb. Il nous reste beaucoup d'Amérique à découvrir. Il y a même du boulot pour des milliers et des milliers de Christophe Colomb, ne serait-ce que dans notre seul système solaire niché dans son recoin de la Voie lactée. Il y en a pour des siècles. Et après, ça continuera, encore plus loin. C'est pour ça qu'il est fondamental aujourd'hui de confronter les gamins à toutes ces aventures. Raconter aux jeunes est une mission qui est tout aussi importante que celle des navigateurs cométaires qui ont amené Rosetta et Philae jusqu'à la comète à 1,5 milliard de kilomètres de la Cité de l'Espace. Parce que les Pircher, Jurado et Godon de demain sont assis parmi ces gosses qui, dans la banlieue de Toulouse, écoutent ce récit bizarroïde. Pourquoi on a envoyé un robot aller explorer une comète? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si on avait dû représenter la sonde grandeur nature, les panneaux solaires prendraient l'ensemble du hall d'exposition. On va voir ensemble les difficultés de cette mission. Il faut savoir que ce robot, sur Terre, il pèse 100 kg. La vitesse d'atterrissage qui était prévue, c'était 1 mètre par seconde. Au-dessus, il y a une tuyère qui devait éjecter du gaz dans un sens et plaquer le robot dans l'autre. Et le moteur de la tuyère n'a pas fonctionné. Résultat, il nous restait que ces vis à glace. Devant eux, une maquette grandeur nature qui rejoue l'arrivée de Philae sur 67P. Oh certes, ça n'est qu'une simulation, mais elle est le carburant de l'imagination.
Et c'est ça qui compte, parce que c'est à partir des rêves que va se construire la réalité. Ce robot fonctionne avec l'énergie solaire. Donc il a fonctionné avec sa pile d'origine pendant 60 heures. Pendant 60 heures, 2 jours et demi, il a déployé tous ses instruments. Ici, on a un petit marteau qui s'est déployé à peu près à 1,50 m du robot. Et il avait pour but de s'enfoncer à la surface de la comète. Alors on s'est rendu compte, grâce à lui, qu'il y a une épaisse couche de poussière d'à peu près 20-30 cm, cette couleur noire qu'il y a sur les comètes, et que dessous, la structure est vraiment très dure. Donc en essayant de s'enfoncer, le marteau est tombé et aujourd'hui il est cassé. ABXS, qui devait descendre à 4 cm de la surface et analyser la surface avec un spectromètre à rayon X. Malheureusement, le clapet ne s'est pas ouvert, mais l'instrument a fonctionné. Donc il a analysé l'intérieur du robot. Ces âmes, qui a récolté les poussières, les a analysées et a envoyé les résultats à la Terre. Et tout autour, vous avez 5 caméras Shiva qui ont pris des photos et on a une vision panoramique. La sonde, elle, par contre, elle va rester en orbite autour de la comète au moins jusqu'à 2017. Il prévoit au mois de juillet prochain de la faire approcher très très près de la comète parce qu'elle contient aussi une dizaine d'instruments qui nous permettra d'avoir des informations. Que vous soyez passionné d'espace ou non, je vous invite vivement à découvrir cet endroit, d'autant plus qu'il y a une exposition absolument géniale en ce moment, intitulée Explorations extrêmes, et ce jusqu'en novembre 2015. Aujourd'hui, dans un tas de domaines, il y a les Européens et puis les autres. Ah oui. Non, mais je pense que maintenant, l'ESA est vraiment en première division des agences spatiales du monde. Certaines personnes dans le monde ont félicité la NASA pour Philae et la NASA a répondu « c'est pas nous, c'est l'ESA ». Je suis allé en Floride pour voir le lancement d'Orion et arrivé 3 décembre à Orlando, je passe l'immigration, la personne à l'immigration me dit « qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Je dis « je vais voir le lancement d'Orion à Cap Canaveral ». Il me dit « ah bon, vous travaillez pour l'espace ?» Je dis « oui, où ça ?» À l'ESA. « À l'ESA, c'est vous qui avez atterri sur une comète. » Qu'un type à l'immigration à Orlando, Floride, puisse faire le lien entre l'ESA et l'arrivée sur une comète, je dois dire... je lui ai dit « merci monsieur, vous avez comblé ma journée ». Et on est certainement le partenaire le plus fiable du monde et certainement le plus recherché. On va aller sur Mars avec les Russes, on discute d'une prochaine mission scientifique avec les Chinois, on a des échanges d'astronautes avec les Chinois. D'ailleurs, nous sommes un partenaire très respecté dans le concert mondial des agences spatiales. Ça donne une identité européenne ? Mes collègues sont de 23 nationalités différentes. Je peux vous dire qu'à part les accents, bon, on parle une langue commune, dont la base est l'anglais, mais qui est nettement plus riche que l'anglais, parce que on y ajoute les gestes italiens, les formules allemandes et la gaieté française. Les équipes de projet, ce sont des équipes multinationales, multiculturelles, mais elles ont un seul objectif, c'est de faire le meilleur satellite du monde dans un calendrier donné. Sur cette mission-là, sur Rosetta, il y a quand même eu un grand moment planétaire, on va dire, d'émerveillement collectif. Ah oui, oui, non, mais toutes les unes. Rosetta a été à la une des journaux du monde entier. Ça a été un événement planétaire. Et je pense que les événements spatiaux sont des événements planétaires parce qu'on s'intéresse à la planète, on ne s'intéresse pas à une région, on ne s'intéresse pas à un pays, on s'intéresse à la planète. Et je pense qu'on résoudra les problèmes de la planète, encore une fois, en important sur Terre les modèles que nous créons dans l'espace. Parce que dans l'espace, on travaille aujourd'hui tous ensemble et de plus en plus.